Ça tourne. Donc nous recevons aujourd'hui à Monde Afrique Antoine Glaser, qui a dirigé pendant 30 ans la Lettre du Continent, qui est vraiment le média de référence aujourd'hui sur l'Afrique et sur les coulisses des relations franco-africaines. Et nous le recevons pour son dernier livre, Arrogant comme un Français en Afrique, où Antoine décline un petit peu tous les échecs répétés, les malentendus, la mauvaise compréhension, les illusions, les fantasmes que la France nourrit sur l'Afrique, et avec un résultat qui aujourd'hui est la diminution de l'influence française dans le précaré africain. Donc Antoine, arrogant comme un Français en Afrique, qui sont les Français en Afrique? C'est quoi aujourd'hui le village africain? Alors c'est vrai que d'abord, arrogant comme un Français en Afrique, c'est pas une autobiographie, hein, mais c'est vrai que le sens du livre, c'est quand même plutôt l'épilogue, ça veut dire les occasions perdues de la France en Afrique, c'est-à-dire après avoir suivi pendant 30-40 ans les relations entre la France et l'Afrique, en particulier à l'aide du continent, mais à travers d'autres ouvrages. Je me suis toujours interrogé, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet anachronisme des relations entre la France et l'Afrique? Et je me suis dit, mais est-ce que finalement, la France et les Français, ils connaissent vraiment l'Afrique? Et quand j'ai repris, justement, les militaires, les avocats, les coopérants, etc., mais je me dis, qu'est-ce qu'ils connaissent réellement de l'Afrique au moment où, quand on voit le front du Masséna, quand on voit l'islamisation radicale d'une partie du continent, la France qui pensait avoir exporté sur l'Afrique sa civilisation universelle, toutes les élites françaises qui avaient été à l'école des missionnaires, s'est dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Et c'est là où m'est venue l'idée, mais finalement, pour des raisons, c'est pas arrogant, ça paraît évidemment, c'est un trait de caractère, mais ça va au-delà de ça. C'est surtout que pour des raisons historiques et culturelles, finalement la France s'est pas vraiment jamais intéressée à l'Afrique des Africains. Raison historique, parce que c'est vrai qu'il y a eu la colonisation et finalement ce qui a été un peu la post-colonisation de la guerre froide 1960-1990, c'est vrai que, je veux dire, c'était encore la France-Afrique dans le sens où la priorité de la France en Afrique, c'était comment l'Afrique avait libéré et aidé à libérer la France sous le nazisme. Donc l'Afrique libère la France, mais on ne s'intéresse pas à l'Afrique pour ce qu'elle est, on s'intéresse à l'Afrique pour ce qu'elle peut nous apporter dans une période de guerre froide, pour des intérêts stratégiques. En particulier, il y a vraiment un fil conducteur énergie, je veux dire, l'uranium, et puis la France qui se fait virer de l'Algérie, qui va trouver son pétrole dans le golfe de Guinée, en particulier au Gabon à l'époque, l'uranium, avec l'uranium du Gabon et l'uranium du Niger, et on sous-estime l'importance finalement des intérêts énergétiques pour la France. Parce que quand on parle d'uranium, on pense tout de suite aux centrales nucléaires d'Areva, mais c'est l'uranium militaire. Ce qu'il y a dans nos sous-marins nucléaires, c'est de l'uranium africain. Et ça, souvent, on sous-estime ça. Alors justement, déjà, vous parlez des hommes d'affaires français en Afrique, des grands groupes, Areva, Bolloré, Bouygues, et vous expliquez comment on s'est un peu endormi sur nos lauriers, nous les Français, et comment, par exemple, Areva a raté le coche pour vous au Niger, puisque pour exploiter les nouvelles mines dont la France est propriétaire, elle avait des possibilités de partenariat avec les Chinois dont elle n'a pas voulu, parce qu'elle pensait pouvoir aller seule vers cette exploitation. Et résultat des courses, les Chinois sont rentrés dans le capital d'Areva et vont partager l'exploitation des mines d'uranium au Niger. Donc, absolument. On rate le coche et maintenant on rattrape. Exactement, ça veut dire, j'ai connu la période où les Chinois qui étaient arrivés, il faut rappeler, c'était sur la période de Mamadou Tandja, l'ancien président du Niger, dont le fils était un consul à Hong Kong, qui poussait les Chinois à rentrer dans le capital d'Imouraren. Et c'est vrai que Mamadou Tandja, à l'époque, avait obligé Nicolas Sarkozy, de retour d'un voyage présidentiel dans les deux Congos, il a obligé à s'arrêter quelques heures à Niamey pour l'obliger finalement, parce que Mamadou Tandja voulait rester encore 2-3 ans de plus, il voulait absolument se faire adouber par Sarko pour se maintenir un peu au pouvoir. Et c'est vrai qu'à l'époque, les Chinois n'arrivaient pas à avoir les documents auprès des directions du mine du Niger, parce que c'était le BRGM français, c'était la Cogema, c'était Areva qui avait récupéré les documents de l'ensemble des mines d'uranium. Et autour d'Imouraren, les Chinois ont pris un truc qui s'appelle Manuela.
Mais maintenant, je vais vous révéler un petit scoop, c'est que la question, elle est toujours d'actualité, parce que finalement, les mines d'uranium du Niger d'Imoarène, c'est aussi pour la bombe atomique française. Et c'est vrai qu'à Paris, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut laisser rentrer les Chinois à avoir accès à Imoarène, ou est-ce qu'il y a une sorte de verrou sécuritaire et stratégique français pour pas que les Chinois rentrent. C'était la question, parce que maintenant ils sont dans le capital de... Ils sont dans le capital, mais il y a encore un débat plus au niveau de l'État français de savoir est-ce qu'il faut laisser les Chinois avoir accès, et c'est-à-dire que Imoarène soit considérée comme une mine purement commerciale ou une mine stratégique. Je veux dire, pour revenir un peu en arrière, il y a toute une période de la guerre froide où par exemple pour des Elf Congo, Elf Gabon, il y avait une sorte de clause comme quoi les pays, les dirigeants de ces pays ne pouvaient pas devaient vendre en priorité à la France les cargaisons de pétrole si la France, bien sûr, en avait besoin. Et pour l'uranium d'Imoarène, c'est pareil. Est-ce qu'il faut complètement laisser avec les Chinois, est-ce que c'est open bar, ou est-ce qu'il faut quand même verrouiller l'accès à cet uranium pour l'ensemble? Donc pas de position très claire. C'est pas encore très clair, mais pour moi c'était vraiment le symbole. Ça veut dire, en dehors de quelques grands groupes qui ont vraiment des réseaux africains, ce que j'appelle la BBC, la Bouygues, Bolloré et Castel, qui ont vraiment en Afrique leur propre réseau africain, l'ensemble du patronat français s'est un peu endormi parce qu'ils ont vécu de 60 à 90 dans une période où finalement de guerre froide, où il n'y avait pas de concurrence. Et vous dites que les grands groupes ne les aident pas beaucoup, les PME. Non, le problème de la France, j'ai entendu, même je me souviens de Jacques Chirac, même en Libye, déjà à l'époque, quand il voyageait en Libye, où il disait, première réunion, il disait aux entreprises françaises, il faut chasser en meute, ce que font les Allemands ou ce que font les Italiens, alors que du côté français, c'est plutôt toujours des guerres franco-françaises entre les grands groupes. J'ai connu avec, en parlant d'Areva, comment Anne Auvergeon, premier voyage en Afrique du Sud, il y avait Cron, le patron d'Alstom, ils étaient comme ça, ils se parlaient pas, ils se regardaient pas, c'était la guerre. Donc je veux dire, c'est vrai que les guerres franco-françaises ont été exportées en Afrique, surtout dans des grands groupes énergétiques, et c'est vrai que c'est un vrai problème, mais je crois plus profondément, le fait d'avoir vécu, on sous-estime, encore une fois, cette période post-coloniale de 60 à 90 dans un univers sans concurrence. La France contrôlait les marchés comme le Gabon, la Côte d'Ivoire à plus de 50%. Maintenant, par exemple, en Côte d'Ivoire, la France est à 16% et la Chine à 16%. Et avec entre deux fois un déclin, puisqu'on a maintenant 5% des échanges africains qui sont avec la France, et c'était 10% il y a encore 10 ans. Absolument, et en plus, l'Allemagne est passée, l'Allemagne qu'on n'entend pas, est passée comme 5e exportateur finalement vers l'Afrique, 5e exportateur mondial vers l'Afrique, est passé devant la France. Oui, mais alors justement l'Allemagne, alors en revanche, la France se plaint beaucoup que pour les opérations militaires, Serval, Sangaris et tout, que les Allemands et les Anglais ne l'aident pas beaucoup. Et vous dites d'ailleurs, les militaires en solo en Afrique, les militaires français, qui croient pouvoir assumer toute l'aide au régime africain contre le terrorisme, et en fait, on n'a plus les moyens aujourd'hui, et les Européens ne nous aident pas vraiment. Non, mais c'est aussi, ça fait partie aussi de cette arrogance française, c'est-à-dire à force de dire on peut tout faire, etc. Je suis complètement fasciné, entre guillemets, de voir comment chacun reste dans son précaré. C'est absolument, tout le monde trouve ça normal que la France, qui a été le gendarme de l'Afrique contre les soviétiques du temps de la guerre froide, soit maintenant le gendarme pour le compte de l'Occident contre les djihadistes dans tout le Sahel. Et quand vous avez notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui est en train qu'à un moment donné, il a explosé dans un conseil européen de défense, il avait du mal à trouver 60 instructeurs pour l'armée centrafricaine, et c'est vrai qu'à force de tordre le bras, etc., surtout à Angela Merkel, François Hollande a obtenu qu'il y ait 650 soldats allemands qui deviendraient en renforcement des troupes françaises dans le cadre des Nations Unies au Mali. Mais ça reste peanut quand on pense que l'armée française prétend avec l'opération Barkhane, parce que l'opération Serval, l'État français, les politiques françaises insistent toujours sur Serval. Ok, Serval, 4500 soldats, une période très courte, empêcher les djihadistes de descendre à Bamako, ok, bravo. Mais le problème, vous voulez vraiment descendre à Bamako, vous pensez?
J'en sais rien, honnêtement. Certains disaient que ce sera resté à Mopti. Moi, ça me semble un peu étonnant de penser qu'ils pouvaient contrôler. Mais bon, c'était 2000 et dans le pays, voilà, 3 fois la France. Ça me semble plus quand à Bamako, je veux dire, ils quelques quelques problèmes. Mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même des dizaines de milliers de jeunes au grand marché de Bamako qui n'ont rien à faire, qui pourraient être recrutés très facilement. Mais au-delà de ça, l'opération, c'est pour ça que politiquement, il y a vraiment, c'est découplé. Serval, c'était la France qui payait. Barkhane, c'est l'Europe. Et Barkhane, c'est 3500 soldats, seulement sur 5 millions de kilomètres carrés. À l'époque des Américains en Afghanistan, il y avait 150 000 hommes. 150 000 hommes, pas 3 500, 150 000 sur 600 000 km², c'est la grandeur de la France. Là, c'est sur 5 millions de km². Donc, je veux dire, c'est aussi une arrogance de penser que la France peut tout faire dans cette région. Et surtout, là, je passe tout à fait à l'autre sujet, mais quand on voit comment chacun reste dans son précaré avec Ebola, les Américains les intervenaient qu'au Libéria, les Anglais en Sierra Leone et la France en Guinée. Ça veut dire, c'est incroyable de voir une sorte d'anachronisme historique où il n'y a pas du tout, les Africains parlent toujours de la communauté internationale, mais ça n'existe pas. Quand il s'agit de cette région, c'est la France et les partenaires européens de la France, quoi qu'il se passe dans cette région, dans la France, alors qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et personne n'a vraiment travaillé là-dessus, mais si vous travaillez sur les Nations Unies, vous vous apercevez que 70% des résolutions des Nations Unies sur les conflits concernent l'Afrique, et c'est toujours un diplomate français qui rédige les résolutions. La France est en aval, en amont et sur le terrain. Et alors, tous ceux qui essaient de se faire un peu d'argent en Afrique, tous les avocats, les experts, les conseillers en tout genre, où ils en sont? Est-ce qu'il y a toujours de quoi grignoter un peu des fromages Oui, parce que, bien sûr, parce que, en fait, beaucoup d'entre eux ont traversé le miroir, beaucoup d'anciens, en particulier par les avocats, mais que ce soit des généraux, que ce soit des diplomates et autres, ils passent de l'autre côté du miroir. Et comme l'Afrique se mondialise, c'est cynique de dire ça comme ça, mais l'Afrique va passer de 1 à 2 milliards d'habitants, il y aura bien sûr toujours 1,5 à 1,6 milliard de gens pauvres, extrêmement pauvres, mais il y aura quand même 300 à 400 millions de classes moyennes, avec de l'argent en Afrique, surtout dans des milieux urbains, et c'est vrai qu'un certain nombre de Français qui étaient des hauts fonctionnaires du temps de la guerre froide sont passés maintenant du côté du miroir et vivent dans l'entourage des chefs d'État africains, et eux, ce qu'ils cherchent à Paris, c'est avoir de l'influence, avoir des réseaux d'influence pour continuer leur turpitude et l'absence de démocratie. En Côte d'Ivoire a appris comme avocat Jean-Pierre Minière parce que proche de Hollande. Ouattara était plutôt proche de Sarkozy. Oui, alors là c'était l'intelligence, en plus quelqu'un qui a suivi Alassane Ouattara pendant très longtemps, qui s'appelle Jean-Paul Benoît, qui est un avocat qui à un moment donné, intelligemment, il a vu que Hollande pouvait arriver au pouvoir, il a conseillé à Ouattara en disant mais prends un avocat, prend un type proche de Hollande, et c'est vrai que c'est tous les deux, Jean-Paul Benoît et Jean-Pierre Mignard, qui ont envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. C'est eux qui ont préparé tous les papiers. Mais est-ce que finalement les Africains eux-mêmes n'ont pas une lassitude totale justement de ces sous-marins qui viennent... eux, c'est-à-dire il y a ce problème de l'ambiguïté française, ça veut dire au lieu d'aller, je parle des pouvoirs politiques, au lieu d'aller au-devant des sociétés civiles africaines, ça aurait dû faire depuis des années, alors qu'au moment où justement ça est vraiment en train de bouger en Afrique. Vous parlez du blocage des visas pour entrer dans les universités françaises, voilà, c'est une catastrophe. Bien sûr. Par rapport aux objectifs affichés d'une coopération. Mais complètement, les types ils vont ailleurs, donc la France est scotchée avec ses trucs de pouvoir, et puis elle est en train de perdre, l'Afrique se mondialise, et même les chefs d'État, ils jouent comme ça avec la France, ils accordent, j'ai vu même Alassane Ouattara, qui a été quand même mise en place grâce quand même à la force licorne, à l'armée française, qui a donné le dernier coup de pouce pour sortir Laurent Gbagbo de son bunker, et j'ai vu Alassane Ouattara, c'était le 6 février de 2015, il y avait une grande réunion franco-africaine à Bercy pour booster le business français en Afrique. Il a dit on vous aime bien, mais maintenant il y a des appels d'offres, etc. Les entreprises françaises aussi pleurent en Côte d'Ivoire parce que pour les contrats, quand vous allez à Abidjan, il y a le monde entier, il y a les Corées du Sud, les Espagnols et autres, même dans les hôtels du groupe Accor, groupe français, il y a le monde entier. Et donc la France se croit toujours aimée en Afrique, elle croit toujours qu'elle est la seule à comprendre les Africains, elle croit toujours mais elle ne se rend pas compte que les nouvelles générations, il y a un ami diplomate qui était totalement
mari estomaqué, il a demandé à un jeune Africain, parce que la nouvelle génération, ça change complètement, il a demandé, mais qu'est-ce que vous attendez de la France? Et le mec a dit rien. Il était complètement... pour lui, c'était dramatique de penser que, voilà, que les jeunes générations n'attendent rien, ils ont le monde entier. Et par exemple, l'attitude de fermeture de la France face aux migrants, contrairement par exemple à l'attitude allemande, ça, on ne se rend pas compte ici, mais à quel point ça nuit à notre image. Il y a des... concluer le livre là-dessus. Bien sûr, ça veut dire que dans les occasions perdues de la France, il y en a deux. Il y a simplement de ne pas avoir, bien sûr, formé réellement toute une jeunesse africaine avec d'avoir exporté, comme ici, c'était le siècle des Lumières, c'était le droit, etc. La France a formé des dizaines de milliers d'étudiants en droit, au lieu de faire des lycées techniques pour former des techniciens, des ouvriers, de ça, au niveau rural, selon l'Afrique a réellement besoin, elle a exporté plus des tchatcheurs, quoi, en quelque sorte. Et puis en même temps, c'est vrai que les jeunes Africains ont déjà du mal avec les consulats à venir à Paris, et là, il y a un hiatus absolument incroyable. Donc, l'avenir de la France-Afrique n'est pas prometteur. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe, qu'on voit quand on va un peu en Afrique et qu'on est en France, c'est-à-dire il y a vraiment une bouquérisation de la France qui n'a pas su non plus utiliser toutes les diasporas africaines. Et c'est d'autant plus regrettable que les diasporas africaines, il faut savoir, sont souvent des opposants, que ce soit les opposants, il y a les proches de Laurent Gbagbo, qui sont les Ivoiriens, c'est Laurent Gbagbo, ceux qui sont à Paris, c'est Orstane Pascal-Listouva pour le Congo, c'est-à-dire finalement souvent les gens sont étonnés par les sentiments anti-français, ils viennent bien moins du continent qu'une diaspora africaine qui est frustré, qui est aigri, qu'on n'utilise pas leurs compétences et autres, ils veulent retourner dans leur pays avec des entreprises françaises qui ne les embauchent pas. Il n'y a que quelques entreprises qui ont vraiment, africanisé, mais beaucoup ont continué pendant longtemps à travailler les expatriés. Et donc il y a une espèce de frustration. Alors vous avez l'ancienne génération, il y a un dépit amoureux en disant, mais attendez, nos grands-parents ou arrière-grands-parents sont morts sur vos champs de bataille. Eux, c'est une sorte de dépit amoureux, des gens qui ont vraiment cru à une communauté de franco-africaine du temps de Houphouët-Boigny ou de Senghor, de destin entre la France et l'Afrique. Et puis il y a une nouvelle génération, alors eux, quelque part, eux, ils se désintéressent, ils s'en foutent. Et franchement, ils ont perdu de vue la Tour Eiffel depuis un moment. Merci Antoine, merci beaucoup.